Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis. Salut. Aujourd'hui on fait un vendredi lecture seinen manga. Allons-y. Si vous voulez encore plus d'idées de lecture et de chroniques manga, Rosalis vous met la playlist dédiée en fiche dans un petit i et dans la barre de description. Et aujourd'hui ce qu'on vous présente c'est donc 6 seinen manga avec une thématique au début culture japonaise. Ouais. Alors c'est parti pour la première lecture historique. La première lecture, Empereur du Japon, tome 2, ça paraît en France chez Delcourt Tonkam. On adore ce titre. Au Japon, ça paraît chez Shogakukan, prépublié dans Big Comic Original. Le titre japonais Showaten no Monogatari. Donc ça précise que c'est l'empereur de l'ère Showa, l'empereur ouais. Showa. Donc qui a régné plus de 60 ans au Japon. Là, c'est vraiment un manga qui est destiné à comprendre finalement comment, à l'ère Taisho, le futur empereur est préparé à prendre ses fonctions. Donc, on n'aborde pas des éléments historiques compliqués à décrire ou analyser en fonction de l'œil japonais, de l'œil occidental, de ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale. Non, là, on est vraiment sur un manga qui se concentre sur une personne qui est appelée à devenir empereur, sur son éducation, sur la manière dont des relations avec d'autres sont préparées, sur sa nature profonde initiale. Très sensible, qui aime la nature. Voilà. Et sur l'univers dans lequel il grandit. Donc on est vraiment là-dessus et on démarre ici le tome 2 alors que sa nourrice a quitté le palais pour se marier à un autre dignitaire du Japon à ce moment-là. Et donc il se retrouve à poursuivre son enseignement dans l'école qui a été fondée pour lui dans le tome 1. Ouais, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit qu'il est d'un tempérament doux, mais en même temps, il est très intelligent, il comprend quand il y a des stratégies guerrières qui ont été faites par le passé. En même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que l'empereur au Japon, originellement, il est censé descendre de divinité, il y a quelque chose d'un peu croyant. Et en fait, c'est un être humain, quoi. Donc, par exemple, il est myope, il a besoin de lunettes. Attends, on peut pas montrer une telle chose, ça le rend trop proche du peuple, alors que voilà, normalement, il descend d'une certaine lignée. Et pareil, pour ce qui est de l'évolution de l'homme, le darwinisme, l'homme descendrait du singe. On peut surtout pas dire ça, l'empereur, il descend de Dieu. Donc, t'as des petits détails comme ça, culturels, qui sont intéressants à voir, qu'on n'a pas forcément en Occident. Quoique si, les rois, autrefois, ils descendaient du soleil ou de... Ils descendaient de Dieu aussi. De Dieu, bon, voilà. Et ensuite, il y a eu la séparation entre l'État et l'Église. Effectivement, et ce qui est incroyable, finalement, c'est un ouvrage presque comme un livre d'histoire, mais qui se lit très facilement, puisqu'il y a un soin incroyable porté au dessin, aux ambiances, à l'univers autour. C'est vraiment, chaque case est presque une œuvre d'art, le Japon d'antan, de l'ère Taisho, pour resituer, et finalement c'est raccord avec ton t-shirt, puisque l'ère Taisho, eh bien c'est l'ère à laquelle se déroule Kimetsu no Yaiba. Donc il y a en quelque sorte, vous pouvez avec l'empereur du Japon, voir ce qui était vraiment le Japon à l'ère de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Et sachant que Kimetsu no Yaiba montre surtout l'injustice, la pauvreté, la famine. Et effectivement, là, on est plutôt dans les hautes sphères de l'État. Là, on a typiquement l'environnement autour du palais impérial. C'est un environnement qu'on connaît parce qu'on le connaît. Il y a des choses qui n'ont pas bougé. C'est notre quartier. Sorte, voilà. Les ponts qui sont autour du palais impérial, les arbres n'ont pas bougé, effectivement. Donc ce tome-là est destiné à introduire celle qui est pressentie pour devenir l'épouse de l'empereur. Donc d'où cette couverture qui s'ouvre avec un nouveau personnage. Pas trop cogner le micro, sinon ça fait bah. Et donc, on découvre aussi dans quelles conditions, en fait, le père de l'empereur, du futur empereur, vit. En fait, il n'est pas en très bonne santé. Donc, c'est des circonstances
un peu particulière. Donc c'est un titre que j'aime beaucoup à travers son dimension historique. Ça permet d'aller vraiment au-delà de sa connaissance a priori de la culture et de l'histoire japonaise. Donc j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Ouais, c'est génial. Puis c'est très doux, ça se lit très tranquillement, quoi. Je craignais qu'une œuvre historique ce soit parcourue de drames et de trahison, de trucs comme ça. Et non, même l'impératrice actuelle, enfin l'impératrice en charge, elle prend des décisions pour son fils, mais pour que ça se passe bien pour lui, quoi. Pas par stratégie de conquête familiale, tout ça. Et du coup, ouais, je trouvais que c'était vraiment bien. C'est très agréable à lire. Donc, je montre l'impératrice de l'ère Taisho. Voilà. Deuxième lecture. Encore sur Trop le génial. Japon. Là, du coup, J'adore. on va un tout petit peu en arrière Ça, par j'aime rapport trop. à la frise chronologique, puisque là, on est à la fin du 19e siècle, avec Isabella avec Isabella Bird, femme exploratrice. Voilà, qui est donc une vraie personne qui a vraiment existé et aussi. qui a vraiment fait des carnets de son exploration du Japon. Et j'adore déjà, c'est le fait que ce soit une voyageuse. Voilà, elle parcourt seule le Japon à une époque où on connaît encore mal le Japon. Maintenant, ça fait bizarre et différent, hein. Il y a plein de vlogs sur YouTube, tu peux voir des trucs à 360 degrés en sphérique et tout. Il y en a sur ma chaîne d'ailleurs. Et voilà, on connaît de mieux en mieux cet archipel. Mais à l'époque, c'était complètement méconnu, très dangereux. Et voilà, rien que ça, rien que ce postulat, je trouve ça génial. Vouloir faire découvrir au monde la culture japonaise, comprendre la population, comprendre comment fonctionne la médecine à l'époque là-bas. La médecine, la production du papier, par exemple. Ouais, ça c'était très intéressant. Il y a un chapitre vraiment passionnant sur la manière dont le papier japonais était réalisé. Beaucoup plus résistant que les feuilles de papier occidentales. L'accent est mis sur la qualité du tissage. Voilà, un art de faire assez incroyable. Et d'ailleurs, ce que je trouve un peu marquant, c'est qu'à l'époque, très souvent, les femmes, quand elles doivent travailler, parce que c'est elles qui font le papier, tu sais, elles se déshabillent complètement, elles enlèvent leur kimono parce que c'est gênant. Elles le font torse nu, quoi. Sans aucune gêne, mais voilà, pour pouvoir bien travailler. T'as vraiment l'impression c'est une autre époque, quoi. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai lu ce passage-là sur le tissage du papier. Et peu de temps après, tu voyais qu'en France, ils montraient comment ils faisaient un genre de papier avec du chanvre pour faire des masques pour notre époque, là, pour le coronavirus. Ça m'a tout à fait rappelé la technique d'antan, quoi. Sauf que maintenant, c'est avec des machines. Mais oui, c'est vraiment très intéressant parce que tu parcours des régions à une époque où ça n'a pas encore été trop occidentalisé aussi. Parce que bien sûr, tu as les métropoles qui sont de plus en plus influencées, qui essayent de faire comme l'Occident. Puis tu en as qui sont encore tout à fait dans la tradition japonaise, ou tu as encore d'autres personnes qui, justement, sur la médecine, veulent pouvoir s'inspirer des deux et tirer le meilleur de chaque science. C'est vraiment trop intéressant. Je suis d'accord, il y a vraiment ce mot-là, finalement, la manière de mêler les choses. Il y a ce propos qu'elle tient à un moment donné par rapport à un médecin qui cherche justement à nouer médecine occidentale et médecine traditionnelle asiatique en disant construire du neuf tout en prenant soin de l'ancien, c'est la plus belle des logiques. C'est vrai que c'est un élément important et je trouve que ce manga-là joue bien aussi ce rôle-là de faire découvrir ce qu'était le Japon du 19e siècle. Avec le fait de cultiver la connaissance de cette époque à l'heure actuelle. C'est vraiment important et je trouve vraiment... C'est un titre qui est sous-estimé en France, on n'en parle pas assez. Si vous êtes passionné de culture japonaise, je trouve que ça vaut vraiment, vraiment le coup d'aller découvrir ce titre qui n'est pas seulement un titre éducatif, mais qui est aussi attachant par ses personnages. Oui, c'est vrai. Et où vous découvrez beaucoup, beaucoup de choses sur la culture japonaise et ramener aussi à cet œil occidental que nous avons forcément. Par exemple, il y a tout un élément sur le deuil, sur le fait d'accompagner ses morts
vers leur dernier voyage. Et ça, c'est clairement finalement incarné par le fait qu'Isabella, elle a une culture occidentale, elle vient d'Angleterre, elle est fille de pasteur. Elle est fille de pasteur, donc elle connaît la manière occidentale de faire et elle met ça en regard de la manière dont le peuple japonais opère ses traditions à cette époque-là. Et du coup, c'est vraiment une très belle mise en vis-à-vis des choses. Et c'est très bien dessiné. Enfin, je ne peux que avoir des éléments de louange sur cette œuvre que je recommande de découvrir. Ouais, comme tu dis, les personnages sont attachants. Isabella Bird, d'une part, elle a ce regard pétillant, plein de curiosité, qui veut vraiment chercher à comprendre, et sans porter de jugement ou quoi que ce soit, mais vraiment juste comprendre la psychologie, enfin les cultures, les traditions locales, et en même temps son traducteur qui est japonais, qui sait parler l'anglais, mais qui du coup des fois il se retrouve à lui expliquer des trucs avec genre un point d'interrogation, genre, quoi, c'est si bizarre que ça. Et ouais, parce que quand t'es japonais et que t'es vraiment là, et ben il y a des trucs qui te paraissent évidents. Donc ouais, c'est vraiment bien. Ouais, c'est vraiment, moi vraiment j'ai top. tout de suite aimé les 5 premiers tomes, moi j'ai trop adoré. Et je crois que toi tu les avais achetés mais t'avais pas trop lu. Un peu avec ta bizarrerie, des fois tu vois, tu repères des trucs, tu les mets dans ta bibliothèque, tu mais les je achètes. prends pas encore le temps puis, de tous les... Et voilà, et t'as des trésors qui trônent là, et en plus tu sais, il continue la série, quoi, il achète tout, il lit pas. Et après, quand moi j'ai lu, et je dis ah c'est trop bien, c'est trop génial et tout. Au bout d'un moment, t'as fini par te dire ah ouais, je vais lire. Bon, pour l'histoire, il y avait que le tome 1 et le tome 2, et ensuite je t'ai commandé la suite. C'est vrai? Oui. Attends, j'ai l'impression qu'il y avait déjà au moins 4 tomes. Non, il y avait le tome 1 et le tome 2, mais par contre en France, la série t'avais était acheté les plus deux avancée. Donc effectivement, il y avait déjà disponible donc, le tome 3, on le a tome rattrapé. 4, et maintenant avec le tome 6, on est complètement raccord avec la parution japonaise. Ouais, c'est une ça série vient juste toujours de en paraître. cours, mais dont on sent que ça sera sans doute une série courte, hein, c'est une série en 8. C'est ce que tu me disais au départ. Comme moi j'adorais lire et tout, tu me disais oh il y a que 5 tomes et tout. Mais Quoi, oui. c'est déjà fini On a et tout. attendu Mais non. un an pour avoir le tome 6 en France, mais parce Mais que au t'imagines Japon aussi. Ouais, mais regarde, la Bien sûr. quantité de pages, c'est beaucoup plus dense que, je sais pas, genre Hitman là par exemple. Et il est tout petit comme ça. Là, t'as l'impression que t'as 2 mangas. En fait, il y a le même nombre de pages, c'est juste qu'il est imprimé vrai sur des pages Du assez meilleur épaisses. papier. Il est sur 210 pages, donc il y a quelques pages en plus, mais il Ah est pas. attends, il faut que c'est je pas en compare. Attends, double. le grammage est pas le même alors. Oui, c'est Oh la ça. vache. Donc tu peux te faire avoir alors que d'autres Ah. mangas font. Oh. C'est le grammage qui est différent. Du coup, ça effectivement. fait vraiment livre historique. Ah bah oui. Ah oui, y a pas photo. Tu vois, le grammage est différent, mais tu vois, par exemple, un Fairy Tail fait 190 pages, donc. Ah ouais. Ouais. Non, bah c'est juste parce que ah ouais, c'est pour faire Un peu plus, je pense, ces mangas-là sont un peu grimoire, un Ouais. peu tu vas le garder longtemps, tu vas le pense, hein. transmettre de génération en génération. Oui, il y a ce côté un peu, je pense aussi, s'adresse à un public peut-être un peu différent. Ah, très bien. Ah ben vraiment, on adore. Hein. C'est le titre qu'on achète chez Kiun. Donc on était à l'ère Taisho, on est passé dans le Japon du 19e siècle et maintenant on revient un peu plus Troisième vers chez lecture. nous avec l'ère 1959-1964 avec Asadora, tome 2 de Ouais, Naoki c'est Urasawa. génial aussi. Voilà. On vous a parlé du tome 1 dans un précédent vendredi lecture, j'ai fait une chronique dédiée de Asadora. À voir ah, dans la playlist chronique manga. Et c'est vrai que j'avais pas parlé du tome 2 à ce moment-là. Le tome 2 clôt une première partie, un premier arc, ce qui se passe en 1959, puis nous avons ensuite un flash forward. Et eh bien c'est vraiment passionnant de continuer de suivre. Là, on est clairement dans ce qui se passe à Nagoya, au moment où une catastrophe s'est déroulée. Mais est-ce une catastrophe naturelle ou surnaturelle ? Bon, dans la vraie vie, c'est une vraie catastrophe. Donc, c'est une tempête qui s'est abattue sur Nagoya, qui a fait des milliers de morts à ce moment-là. Et donc, la petite Asa cherche à apporter du réconfort, et notamment de quoi manger à toutes Avec les des personnes onigiri. sinistrées. Voilà, avec des onigiri. Et donc, va du coup... Et depuis, nous mangeons des onigiri à chaque fin de live, à chaque fin C'est ça. de Animal Crossing, quasiment tous les soirs. Là, tu me prépares des onigiri. Ouais.
Ça a relancé notre passion. Voilà, donc du coup, elle sert toutes les choses, du coup, des onigiri via un avion et elle montre déjà des choses incroyables. C'est une petite fille ultra forte à ça et qu'on retrouve quelques années plus tard à travers du coup un flash forward. Ça ne spoile pas la fin de ce qui se passe à Nagoya, donc je le Je suis montre. étonnée qu'on la voit si vite grande en fait. En fait, dans la pré-publication, il y a eu une petite pause, un petit hiatus, et ensuite, au moment où ça démarrait la deuxième partie, le deuxième arc de cet univers-là, de ce feuilleton manga, eh bien, Asadola a fait de nouveau la couverture du magazine de pré-publication. Pourquoi ils ont écrit feuilleton manga dans la version française d'ailleurs? Je crois. Ah d'accord, peut-être pour le fait que ça fasse Asadola comme un dolama du matin. Parce que t'as pas ça dans la culture française, quoi. Et du coup, voilà. Et des planches couleurs qui arrivent en plein milieu. Eh bien, les planches couleurs, elles arrivent parce qu'il y avait le début du deuxième arc. C'est bien qu'il les ait fait aussi en France en couleur. Au fait, j'ai oublié de parler de la publication japonaise. Oui. Tout à l'heure, pour Isabella Bird, ça paraît chez Enterbrain et prépublié chez Arta. Ouais, qui est un magazine un peu d'avant-garde qu'on voit bien mis en avant dans les librairies, mais que vous n'allez pas trouver au Konbini. C'est vraiment plus un magazine pour les passionnés de manga. Ok, et pour ce qui est de Asadola, du coup, c'est chez Shogakukan, prépublié chez Big Comic Spirits. Donc, voilà. Ah bah c'est génial. Hein. Aussi, quelque part, le gros mystère de est-ce que c'est un énorme monstre, une espèce de Godzilla ou un truc comme ça, on ne sait pas encore, mais je trouve que ça fait un peu comme la représentation japonaise du folklore quand il y a des catastrophes naturelles, des grands drames et tout. C'est un peu genre l'esprit de la forêt ou des éléments qui sont déchaînés mais représentés sous une forme d'un yokai, d'un monstre, quelque chose comme ça. Bon, alors, il y a aussi un truc qui est fort, c'est évidemment c'est un titre qui se passe sur des vrais lieux, et donc l'héroïne va aller au musée des sciences de Ueno, ce même musée dont on a fait une vidéo. Toi, à chaque fois que ça se passe à un endroit où t'es allé, t'es trop ému. Hein. Mais c'est intéressant parce que du coup, elle s'arrête sur les mêmes choses qu'on a vues. Mais oui. Et puis en fait, c'est à ce moment-là qu'il y a eu le premier squelette de dinosaure. C'est dans ces années-là. Qui a été déterré au Japon. Qui a été déterré au Japon et qui est maintenant mis en avant dans ce musée. Oui. C'est intéressant parce qu'une des volontés de Urasawa avec ce titre, c'est vraiment de faire connaître la vie des années 60-70 au Japon. Je suis fière de toi, t'as bien prononcé Urasawa, t'as pas dit Urasawa. Et quand il le fait, quand il montre le musée des sciences de Ueno, il montre aussi cet élément-là, c'est-à-dire le musée des sciences tel qu'il était à cette époque-là. Ouais. Et avec ses premiers dinosaures, la représentation de l'évolution, bref, plein de choses intéressantes. Donc c'est vraiment un titre qui s'inscrit là encore. Donc on a grosso modo le Japon de la fin du 19e siècle, le Japon des années 1910-1920, et là on est sur le Japon de la fin des années 50, années 60 au Japon, 1960. C'est vrai, c'est comme dans la littérature française, t'as des romans qui font témoignage d'une époque, là t'as des mangas témoignages qui te projettent du coup dans la vie de cette époque-là. Voilà, donc c'est un peu la grosse thématique de ce début de vidéo. Et c'est après, les énormes coups de cœur. Ouais. On va passer à des titres. 4e lecture. Voilà. Peut-être témoignage du Japon des années de cette époque 2010, moderne, de l'époque moderne. Otaku, Absolument. Le guide officiel, enfin annoncé comme tel, de l'otaku amoureux, avec sa galerie de personnages qui a tous des passions pour le manga, pour le cosplay, pour le jeu vidéo. Et chacun a sa propre spécialité et vivent leur passion. Parfois, ils n'ont pas la même, mais du coup, vivent de manière totalement épanouissante ces passions-là. Je trouve que c'est de mieux en mieux. Oui. Parce qu'on prend vraiment le temps de creuser les personnages, leur évolution, l'évolution de leurs relations, leur propre évolution finalement au fil du temps. Et du coup, il y a un personnage qui est un peu...
timide, Ko, qui fait l'objet de ce chapitre-là, et en fait, de ce tome-là, entre autres, en focus particulier, eh bien, elle a un rendez-vous amoureux, et pour la peine, alors que c'est vraiment contraire à ce qu'elle ferait en temps normal, eh bien, elle va y aller en s'étant fait apprêter le mieux possible, et ils vont vivre un rendez-vous amoureux qui est vraiment le type de rendez-vous qu'on peut avoir aussi quand on est otaku, donc c'est pas simplement juste une promenade, mais c'est un vrai rendez-vous de passionnés. Voilà. Otaku, je trouve que c'est vraiment une super lecture avec beaucoup de passion, beaucoup de... Moi je trouve que tu te sens bien quand tu lis, tu t'amuses, tu rigoles, c'est du feel good en CNN. Et super bien dessiné. Et qui paraît au Japon, du coup. Chez Ichijinsha et prépublié chez Comic Pool Pixiv. Voilà. Du coup, tu trouves la patte, le trait numérique qui est très propre et très très beau. Et maintenant, 5e lecture. On passe à un nouveau manga du nouveau label Life de chez Kana. J'ai déjà fait des chroniques de 2 séries récemment parues dans le label Life de Kana. Et j'en ai mis un décor. Tiens, il y a celui-là aussi. En fait, tu vois le logo Life là. Just Not Married. Et puis First Job New Life, que j'avais beaucoup aimé. J'attends beaucoup en fait de chacun de ces titres. Et donc là... oui, t'es dans la cible. Dans la cible, ça dépend si c'est la cible française ou la cible japonaise. Cigarette and Cherry, puisque du coup, qui montre à l'université l'arrivée de quelqu'un qui sort du lycée et qui va démarrer ses études à l'université, qui aimerait séduire une de ses senpai, qui elle est en train de faire un doctorat, qui est l'héroïne qu'on voit en couverture, qui est quelqu'un qui dégage tout de suite du charisme. Une odeur de nicotine. Et qui est visiblement assez détaché, une sorte de beauté froide, mais que le héros veut absolument séduire. Donc au Japon, ça paraît chez Akita Shoten, prépublié dans le Champion Cross. Donc ce sont des petits chapitres, c'est pas long à chaque fois. Oui, au début, je croyais même que ça allait faire comme Takagi. Il y a donc... genre des petites blagues, des petits... je vais essayer de faire un truc pour te séduire. Le héros essaye de tout faire pour séduire sa senpai, mais il est ultra maladroit. Elle voit clairement... des stéréotypes. Ouais, t'as raison. Elle voit bien dans son jeu et de temps en temps, elle le ridiculise un peu, mais progressivement... elle s'en amuse, mais gentiment. Elle s'en amuse gentiment. Tu as raison. Donc voilà. Donc, le fameux truc. J'étais sûr que tu allais le faire, alors c'est pour ça j'étais... Regarde par là. Donc voilà, mais je t'ai pas fait comme à retenir ta main comme elle. Bon bref, du coup on a Après ça évolue différemment. J'étais un peu étonnée, je pensais que ça allait être que plein de petits pranks comme ça là, ou des petits... J'essaie de toucher mais j'y arrive pas. Et après, ça se développe sur notamment le passé de l'héroïne et tout. Donc il y a des scènes parfois humoristiques qui sont gérées comme ça, avec des jeux sur les cases, les planches. En fait, j'ai trouvé le titre vraiment séduisant, c'est bien dessiné. Je me suis attaché au personnage, sauf que il y a un point qui m'embête, et c'est la raison pour laquelle pour l'instant je n'ai pas envie de faire de chronique. C'est vraiment cette esthétisation du côté je fume donc j'ai la classe. On le voit bien d'ailleurs dans le titre, Cigarette and Cherry, et puis un des éléments à chaque fois, l'héroïne elle est représentée de manière classe. Et notamment avec ce côté elle fume. Il n'y a pas que ça évidemment, mais c'est tout le temps la clope au bec. Et je suis pas ultra fan de cette image-là, donc ça me restreint, ça m'arrête. Après, heureusement, le tome 2 paraît tout de suite, parce que vers la fin du tome 2, il y a peut-être une explication de pourquoi est-ce qu'elle fume comme un pompier. C'est peut-être par rapport à une déception amoureuse, il y a un sens à ça, quoi. Après, c'est peut-être un tout petit peu daté, parce que elle fume même dans des espaces publics, comme dans des... café ou family restaurant, alors que t'as plus le droit maintenant. Au Japon, cette série compte 8 tomes, donc voilà, à voir comment ça va évoluer. Avant qu'il y ait eu les lois qui passent, maintenant c'est non-fumeur. Ouais. Donc on va voir ce que ça donne, et puis en fonction, je vous en parlerai plus longuement dans le cadre des vendredis lecture.
Ok, maintenant, 6e lecture. Sexy Cosplay Doll, tome 4. Alors clairement, depuis la fin du tome 2 et le tome 3, et le fait de prendre beaucoup plus de temps pour détailler ce qu'est l'univers de la photo de cosplay, comment on se prépare à ça, j'ai un intérêt plus prononcé pour ce titre, qui ne joue pas que sur la dimension sexy, qui pourrait nous tromper rien que par la page d'ouverture, la page couleur d'ouverture de ce tome-là, et qui va bien au-delà. Parce que par exemple, dans ce tome-là, il y a clairement toute une séquence assez importante qui montre comment en grosso modo, une fille avec une poitrine importante peut se retrouver à se cosplayer dans un personnage de garçon masculin. Donc vraiment avec ado. tous les éléments détaillés sur la partie physique, sur le visage et autres. Donc oui, l'aspect technique, comment tu peux camoufler voilà. tout ça. Ouais. Sur les yeux, sur les photos. Donc ça c'est effrayant. Tu te mets du scotch pour tirer la peau du crâne pour obtenir une forme d'yeux qui correspond au personnage. C'est vraiment la passion du cosplay. C'est un titre qui brille par ce détail-là et ce soin apporté. On n'est pas juste sur une trame, les personnages se cosplay et voilà. Non, on est vraiment sur détailler et faire comprendre comment ça se passe, comment les personnes se préparent, elles vont faire des photoshoots, qu'est-ce qu'elles doivent avoir en tête, comment elles s'organisent, etc. Donc c'est ce qui fait vraiment pour moi l'intérêt de ce titre, que je prends plaisir à lire. Tome par tome. Ça aussi, je trouve que c'est de mieux en mieux. Si tu dépasses l'aspect éventuellement sexy, non, c'est vraiment l'âme du cosplayer. Ouais. Dans ses techniques et aussi dans son émerveillement une fois que le cosplayer réussit à faire une belle interprétation. Super. Et maintenant, lecture finale qui est une lecture à moi. Alors non, en fait, c'est toi, t'as acheté ça. D'ailleurs, je t'ai dit, pourquoi tu l'as acheté en papier et pas en numérique? Puis tu t'es dit, ah bah c'est bien, je trouve, c'est un livre qui se transmet et tout. Tout à fait. Et finalement, bah tu l'as pas encore lu alors que moi je l'ai lu. Mais oui, parce que tu es très rapide en ce moment. Tu es plus rapide que moi. Donc c'est une BD et précédemment on avait lu des titres de cette famille Zéro Déchet justement qui étaient plus de l'ordre du manuel de comment faire pour passer au zéro déchet. Et ici, là, c'est plus comme un BD blog où tu as des petites anecdotes du quotidien, de leur première année de tentative à réussir ce qui au départ n'était qu'un challenge et qui finalement était tellement avantageux, ne serait-ce qu'au niveau budgétaire et après au niveau de la conscience écologique qui finalement est vraiment devenu leur mode de vie. Donc voilà, je trouvais ça super intéressant. Et ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas lu ce style de BD parce que quand tu penses à BD blog, tu penses à Pénélope Bagieux, Margot Motin et à un moment donné, je pense que on est allé beaucoup au Japon et j'ai surtout lu des mangas. Donc voilà, ça fait un peu retrouver la culture moderne française, c'est pas mal. Ouais. Sans oublier les bonnes idées qu'il y a dedans pour pour faire un petit geste pour la planète. On est les premiers acteurs au quotidien de ce qu'on peut faire de bien pour arrêter de polluer inutilement la planète. Voilà, c'est cool. Je te remercie de l'avoir acheté. Et moi, je t'invite à le lire. Je vais le lire, évidemment. Je l'ai pris par intérêt, mais effectivement, tu l'as lu plus rapidement que moi. Et je l'avais pris parce que les livres de la famille Presque Zéro Déchet, d'ailleurs, c'est vrai. Bien, c'est presque. C'est journal de la famille Presque Zéro Déchet. Voilà. Effectivement. C'est pas moralisateur, ça incite à réfléchir sur plein de choses. Et je trouve que, comme tu le dis, c'est important. Moi, par exemple, ma consommation de café, j'ai changé mon mode de consommation de café après avoir lu des livres comme ça. J'avais déjà fait le cap avant la lecture de ce livre-là, mais c'était important. C'est-à-dire, plutôt que les fameuses capsules qu'on peut tenter à mettre systématiquement, c'est de repasser à un mode de café un peu plus... qui part publicité et tout ça. Pareil classe. Voilà, c'est ça. Mais Georges en fait... Clooney. Mais en fait, ce type de capsule est
très polluant. Il y a plein de choses, de petits éléments comme ça de la vie quotidienne auxquels on va à la machine. Changement et voilà, tu fais un petit changement et ça peut avoir un impact si tout le monde s'y met. Ouais. Voilà, donc je pense que c'est vraiment chouette, donc je vais le lire moi aussi avec beaucoup d'intérêt. La création française, la BD française aussi, c'est bien. Même si on adore évidemment les mangas. Bien sûr, on lit de tout. Japonaise. On a toujours dit, on lit de tout et c'est important. Donc voilà, des gros coups de cœur pour ce vendredi lecture. Voilà, vous l'avez compris, les 3 premiers titres qu'on a mis en avant, c'était vraiment incroyable. C'est vraiment, ça montre, on peut lire des mangas et se cultiver en même temps. Et on n'est pas dans juste le divertissement. Et puis par ailleurs, dans les autres titres qu'on vous a montrés, il y a aussi des œuvres qui sont touchantes, qui nous apprennent des choses. Donc vraiment, moi j'ai beaucoup aimé ce vendredi lecture. Ouais, après il faut aller piocher dans plusieurs éditeurs différents en France, parce que du coup c'est tout complètement différent. Ça aurait été pratique que ce soit tout le monde, qu'ils soient tous dans une même collection. Tu vois, pour ceux qui sont historiques. C'est vrai. Mais du coup, au Japon aussi, c'est chez des éditeurs différents. Ouais, c'est vrai, on avait du Shogakukan, Nanta Brain, Shogakukan Ichijinsha, Akita Shoten, Square Enix. Tu vois. Donc, c'est vrai. Voilà. Attends, je vais préciser ça, cette BD c'est chez le Lombard. Ouais. Oh, bandeau en papier 100% recyclé. Ah, mais c'est bien de jouer avec ça. Est-ce qu'ils disent aussi que le papier est une matière recyclée? Parce que je crois les titres Akata c'est marqué ça. Oui, c'est Okulokawa aussi, que c'est avec du papier. Ah bah non, tiens. Bon le bandeau en tout cas est recyclable. Oui, puis après le papier est recyclable. Ok. Voilà, du coup, on espère que cette vidéo de chronique lecture vous a plu. N'hésitez pas à partager vos impressions sur les titres qu'on a chroniqués en commentaire, de dire si certains titres vous font envie ou si vous en avez lu d'autres et ce que vous avez ressenti sur chacun. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Bye bye.